Allez, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à votre émission hebdomadaire panafricaine Ouro Africa de tous les lundis. Espace 21h, 22h52. C'est le temps de passer au pain fin des sujets majeurs qui font ici l'amélioration de la vie des Africains quant aux faits retraçables et retracés qui sont illustrés durant le temps que nous allons passer devant vous et avec vous, vous qui nous regardez à travers l'Afrique et le reste du monde. Pour cette raison, nous aurons deux sujets majeurs. Le premier étant celui qui nous fera visiter la coopération, ou mieux l'Union africaine dans son ensemble avec la nouvelle équipe dirigeante qui vient donc d'être désignée depuis Addis Abeba. Nous sommes en Éthiopie. La question qui nous rassemble ce soir et qui nous intéresse au plus profond de ce sujet, c'est celle de savoir, Commission de l'Union africaine, que peut le nouveau président quant aux défis qui sont, j'imagine, multiples pour ces derniers. Ça sera donc le premier arrêt majeur de votre programme de ce soir. Le second, et non des moindres, lui nous envoie parler justement pour être considéré comme le troisième aussi. C'est quand on parle de l'élection présidentielle au Gabon, quand on sait ce que cela peut donc justement signifier. On s'interroge sur la possible candidature du général Oligui. Deux aspects majeurs, je l'ai dit, et non des moindres, qui font donc l'ossature de votre programme de ce soir, Ouro Africa, qui reçoit sans attendre un habitué de ce plateau à travers la pertinence et même son verbe qu'il a toujours présenté. Il a été incontournable pour cette émission de Ouro Africa parce que c'est un politologue, et lui qui connaît justement l'aspect de la vie en collectivité tant au Cameroun et même dans le reste de l'Afrique et du monde. Il est donc là ce soir comme à l'accoutumée pour apporter du sien quant à la préhension de ce qui doit ressortir justement à la fin de cette émission Ouro Africa. Vous l'aurez imaginé, mesdames et messieurs, quand je parle d'un habitué, il s'agit tout simplement justement que du politologue Stéphane Paul, ou alors Paul Stéphane Menoga. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno et Fangon, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous espérons qu'une fois de plus, nous serons à la hauteur justement des sujets qui seront mis j'ai envie de dire quoi, à discussion ce soir, tout en espérant également que nous passerons des moments de plus bonheur en télévision, comme on a l'habitude de le passer ici. Alors, en face de vous, lui également un habitué des plateaux, il est reconnu pour son franc-parler parce que quand on visite tout ce qui se passe en Afrique centrale et dans tous les autres coins de notre continent, et même au-delà, il a toujours répondu présent quand on parle de la géostratégie. Son nom résonne comme le maître de ce domaine, et pour notre émission Ouro Africa, il a vraiment été la cible
Bible est justement la personne, comme on dit, ressource pour nous apporter de ce qu'il sait quand on a illustré les deux sujets majeurs que je vous ai prononcés il y a quelques instants. Lui également, un ancien de cette maison, un vieux de la vieille, malgré son jeune âge, mais très pertinent quand on parle de la géostratégie. C'est Charlie Kenyé, bonsoir. Bonsoir, Jules Fangono. Merci déjà des civilités à mon endroit adressé à ma modeste personne. Mérité. Brillant comme vous êtes, si vous le dites, qui suis-je pour vous contredire? Je salue également mon très estimé frère ici présent avec nous, Paul-Stéphane Menouga, que je retrouve à nouveau sur les antennes. Ça fait un bon bout de temps, ce n'était pas rencontré. Je suis très honoré d'être à ses côtés. Je salue également mes brillants compagnons avec lesquels j'aurai le plaisir de partager cette émission. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette réflexion africaine. Merci d'être parmi nous ce soir, Charlie Kenyé. Nous allons continuer à présenter ceux qui font l'honneur pour cette émission Ouro Africa, de partager l'instant et de nous apporter du leur. Il s'agit aussi d'un homme politique dont la possibilité a toujours été celle rendue à Info TV. Toutefois qu'il a été convié pour un programme ou pour un autre, il a répondu favorablement présent. Et ce soir, il est parmi nous. Ce soir, c'est un homme politique. Je l'ai dit, c'est un directeur de la publication aussi. Il a plusieurs casquettes que j'aurai peut-être le temps de dévoiler tout au long de notre programme de ce soir. Lui, c'est Ibrahim Yiché. Bonsoir. Merci. Bonsoir Jean-Bruno. Bonsoir à tous les copanélistes ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent. Je suis très flatté déjà par l'introduction et surtout par la qualité de cette émission qui contribue à l'éveil panafricain de la population de notre continent parce que nous croyons que l'avenir du continent africain se trouve dans le panafricanisme et que c'est lorsque les Africains vont accepter de vivre ensemble et concevoir l'Afrique comme un seul et unique État que nous allons effectivement être une réelle puissance qui compte dans le Conseil des Nations. Merci. J'aurais pu dire également merci, Président, d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci à vous. Je voudrais d'ailleurs ajouter que depuis que je suis au lycée, je suis animé par des questions panafricanistes. Et en 2013, lorsque je pense faisais licence, j'ai créé Africa One, qui était une organisation qui visait à promouvoir l'intégration africaine. Et ma formation, chez la formation de mon frère Charlie, j'ai un master que j'ai soutenu en 2017, notamment sur des questions de géostratégie. Donc je pense que je suis dans mon élément et qu'aujourd'hui, en dehors de ma casquette d'homme politique et de journaliste, je serai dans le sujet en tant que géostratège et surtout en tant que panafricain. Je l'ai dit avant de vous introduire par la multitude des casquettes qui sont les vôtres et nous aurons le temps d'en découvrir d'autres. Laissez-moi le temps justement de présenter le quatrième invité de ce soir, lui aussi, homme politique, analyste politique, mettez l'accent que vous voulez, ça sera toujours lui, parce que quand on parle de ce qui concourt pour le bien-être de la population, lui il ne lésigne ni sur son temps, ni sur les moyens, et voilà pourquoi aujourd'hui encore il a répondu favorablement à notre demande pour prendre part à cette émission Ouro Africa. Il s'agit de Joseph Mbutuze. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir convié à cet exercice. Je salue mes companélistes qui sont là ce soir, particulièrement M. Yiché, qui vient de prendre le prix Caporal Média de jeune homme politique de l'année. Oui. Je suis très satisfait de me retrouver en face de lui aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'il faut parler des problèmes qui concernent l'Afrique, notre Afrique, on est obligé de donner de la voix. Parce que tous les Africains doivent être panafricanisme dans l'âme.
Merci. Alors, étant donné que le plateau, lui, il est déjà à son comble, mais vous savez, comme communiqué, nous avons un 5e invité, celui-là, il le répondra depuis le pays de l'oncle Sam. Il est en direct avec nous depuis les États-Unis d'Amérique. Il s'agit du docteur John Fabrice Niobé. Il est homme politique, il est enseignant-chercheur des universités, député suppléant dans un parti politique qu'il aura peut-être le temps lui-même de donner le nom. Le temps pour nous de prendre juste une petite virgule afin de rentrer de plein pied dans le vif du sujet et surtout la première thématique. À tout à l'heure. Le premier ministre chef du gouvernement camerounais, Dr Joseph John Gouté, représente le chef de l'État Paul Biya à ce 38e sommet de l'Union africaine. Et quant à la sortie de cette rencontre, il y a beaucoup de nouvelles, mais surtout celle qui nous intéresse, c'est comme vous l'aurez justement déjà découvert sur votre petit écran, il s'agit de poser une question. Mais avant cette question, on va peut-être avoir la possibilité de décrocher certaines analyses et même certains points de vue sur le sujet découlant de ce que pensent ceux qui sont avec nous. Je commence par vous, Paul Stéphane. Quand on parle justement de ce 38e sommet, qu'est-ce que cela vous dit au fil des idées et même des résolutions qui ont été compilées pour cette rencontre des chefs d'État, chefs de gouvernement et toutes les hautes personnalités africaines qui sont retrouvées à Addis Abeba il y a quelques jours? Je vais peut-être surprendre plus d'un et même peut-être choquer d'autres personnes en disant que ça ne me dit rien. Parce que pour moi, l'Union africaine n'existe pas. Merci. Oh là là. Il n'y a pas d'Union africaine. Je vais vous dire pourquoi. Allons-y. Pour comprendre pourquoi je le dis, il faut remonter à la genèse. Parce qu'il faut toujours connaître la genèse. Quand les pères fondateurs, Kwame Nkrumah et bien d'autres, décident de vouloir mettre une organisation qui va défendre les intérêts de l'Afrique, ils font face à ce que j'appelle les renégats. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a les écoles des maximalistes, les Kwame Nkrumah, qui veulent une véritable Union africaine, et une école des minimalistes qui va être instrumentalisée par les colons, parmi lesquels Houphouët-Boigny, Amadou Ahidjo même, le premier président du Cameroun. Ils sont donc ceux qui vont promouvoir ce qu'on a appelé l'intégration économique, alors que les Nkrumah voulaient l'intégration politique, qui voulait que quoi? Si un pays africain, je dis n'importe quoi, est attaqué, c'est les 54 États qui sont attaqués. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on ait un marché commun. Ils voulaient que l'Afrique parle d'une même voix sur le plan international. Ils ne voulaient pas que l'organisation de l'unité africaine soit financée par l'extérieur. Parce que cette Union africaine est financée par l'extérieur. Et si c'est l'extérieur qui vous finance, ça veut dire que c'est l'extérieur qui choisit les pans dans lesquels vous devez intervenir. Ça veut dire que quand vous allez dire qu'il faudrait que l'Union africaine intervienne dans le conflit, par exemple, du Congo, ceux qui vous donnent les financements vont dire qu'on ne vous donne pas les financements pour le conflit là. Allez plutôt intervenir pour tel conflit. Parce que si on ne vous donne pas les financements, vous faites comment pour intervenir? Donc quand vous analysez donc cette histoire, vous comprenez en réalité que l'Union africaine n'existe pas. C'est un organe ou une organisation cosmétique en réalité qui est là pour nous embrouiller. Parce que quand vous regardez les problèmes de l'Afrique aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette Union africaine-là, qui a été construite par les Occidentaux, parce que ce ne sont pas les Africains qui ont construit cette Union africaine, est-ce que vous pensez qu'elle peut résoudre les problèmes de l'Afrique? Parce que quand on crée une institution, et c'est le défaut des Africains, on ne crée pas une institution pour créer. On crée une institution parce qu'on a décelé un problème et on veut résoudre ce problème-là. Est-ce que l'Afrique ne vit pas sous le prisme du néocolonialisme aujourd'hui malgré l'existence de l'Union africaine? J'ai envie de dire que c'est même ça. Puisque Nkrumah se plaignait dans un de ses discours. Il a dit ceci dans un de ses discours. Il dit, l'Afrique est à la croisée des chemins. Soit l'Afrique s'unit
et survit justement à ce qu'il a appelé le néocolonialisme, soit elle reste dans la désunion et va subir les tares et les avatars du néocolonialisme. Et il poursuit en disant que la néocolonisation est plus dangereuse que la colonisation. Il dit que parce que dans la colonisation, vous êtes conscient que vous êtes colonisé. Or, dans la néocolonisation, on vous donne l'impression, j'insiste sur impression, d'être décolonisé alors qu'on vous contrôle sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan idéologique. Et quand vous regardez l'Afrique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Politiquement, nous sommes contrôlés. Économiquement, nous sommes contrôlés. Idéologiquement, nous sommes contrôlés. Culturellement, nous sommes contrôlés. Donc, vous comprenez en réalité que, pour moi, il n'y a pas encore une organisation en Afrique. On doit simplement s'asseoir et repenser ce qu'on appelle l'Union africaine aujourd'hui. Alors, Ibrahim, votre voisin direct nous fait comprendre que l'Union africaine n'est rien d'autre qu'un éléphant blanc. Hier, aujourd'hui et peut-être demain, si on n'a pas à repenser. Oui, il a effectivement raison. C'est une analyse froide et objective. L'Union africaine, telle qu'elle est constituée aujourd'hui et telle qu'elle fonctionne, est une caisse de résonance. C'est une caisse vide qui, en réalité, ne peut pas contribuer efficacement à résoudre les problèmes des États africains. Vous avez une union depuis sa naissance même qui a des objectifs controversés. Vous savez, en 1963, on avait deux groupes, notamment le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Et le groupe qui a dominé, c'est celui qui disait qu'il fallait le temps pour construire effectivement l'Union africaine. En 2000, lorsque les Kadhafi sont venus avec une nouvelle impulsion, ils se sont vus une fois de plus heurtés par ceux qui disaient qu'il fallait encore du temps pour construire cette union. Et ils se sont donné 60 années pour pouvoir arriver à une réelle unité africaine. Aux États-Unis d'Afrique, vous comprenez que lorsque des personnes de 60-70 ans s'asseyent pour dire que c'est dans 60 ans qu'on va arriver à une solution, c'est simplement une manière de dire qu'ils ne sont pas d'accord pour que l'Afrique soit un État souverain, un État unifié. Et donc, cela s'explique par le fait que nos États sont pour la plupart contrôlés par la métropole. Cela s'explique aussi par le fait que nos dirigeants refusent de céder un pan de leur pouvoir parce que ce sont pour la plupart des pouvoiristes. Et vous avez donc une Union africaine aujourd'hui qui est essentiellement financée par les bailleurs externes, notamment l'Union européenne, ce qui est une honte. Vous avez une Union africaine qui a un siège qui a été complètement, globalement financé par la Chine. Là aussi, sur le plan de l'image, c'est une insulte. C'est quelque chose qui, en réalité, devrait faire honte aux États africains. Je ne comprends pas comment 55 États ne peuvent pas s'associer pour construire un siège digne de ces noms. Donc, vous avez ces aspects-là qui démontrent à suffisance que l'Union africaine n'est pas une organisation sur laquelle les Africains devaient compter. Et même pour chuter, il a dit, le co-panéliste tout à l'heure, que l'Union africaine ne s'attaque pas aux problèmes réels qui minent le continent. Vous avez le cas Congo. Hier, pas plus tard que hier, les chefs d'État se sont réunis dans le cadre de leur conférence souveraine, qui est l'instance suprême même de l'Union africaine, où la question du Congo n'a pas été abordée. Et ça, ce n'est pas compréhensif. D'accord. Merci pour votre premier geste sur le sujet. Très cher Ibrahim, je me retourne à présent vers Charlie Kenyé pour cette même question. On parle d'une organisation moribonde. Voilà déjà 8 bonnes années passées à la tête de cette organisation de l'Union africaine. Je parle ici de Moussa Faki Mahamat qui a cédé le fauteuil. Mais jusqu'ici, pour ne s'attarder qu'aux deux premières réactions, on a envie de dire c'est pas une caisse à résonance, mais c'est quand même une organisation qui a encore du chemin à faire pour se donner l'idée préalablement établie par ceux qui ont pensé à cette union. Je vais être plus dur que mes prédécesseurs. Ah bon? Déjà, j'ai salué leur analyse. L'Union africaine, en réalité, pour reprendre les paroles de De Gaulle, est un machin.
Vous comprenez? Ce n'est pas fort? Non, c'est pas fort. Et j'assume ce que je dis. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous, les Africains, nous regardions dans les yeux et que nous ayons le courage de nous dire les vérités. Vous comprenez un peu? D'ailleurs, ils ont bien fait de retracer l'historique de l'Union africaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Permettez que je vous donne, par exemple, le discours, le dernier discours du président sortant de cette commission à la personne de Moussa Faki, du moins un morceau choisi, de ce qu'il déclare. Il dit: une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. C'est le président sortant qui le dit. Exactement. Mais quand le président sortant le dit, il vient simplement confirmer ce que Paul Stéphane Ibrahimovic disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quelle crédibilité vous pouvez donner à une organisation qui reçoit plus de la moitié de son financement d'une personne morale qui en réalité travaille à maintenir ce continent-là dans la précarité que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est le bon sens, M. Bruno Fangono. C'est une question de bon sens. Il y a une sagesse universelle qui dit: c'est celui qui paye la note qui commande le menu. C'est-à-dire que n'attendez pas de l'Union européenne qui paie la note de venir s'attaquer aux problèmes qui en réalité ne cadrent pas avec la défense. En bon africain, le porteur est capricieux. Mais c'est en bon africain, le porteur est capricieux. Donc n'attendez pas de l'Union africaine qu'elle finance une organisation, du moins des projets, qui en réalité viendront justement s'ingérer ou alors contraster avec la défense de ses intérêts sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle, si vous analysez cela au cas par cas, prenons le cas politique, je crois qu'on va en revenir tout à l'heure lorsqu'on va en parler des coups d'État, mais vous verrez que cette organisation en réalité est dépassée. Elle est dépassée. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Afrique de l'Ouest avec les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, au Mali, le Burkina et le Niger. On a vu les positions de l'Union africaine. À la limite même, c'est dramatique de voir une organisation comme celle-là qui est censée prôner l'intégration entre les Africains, le bien-être des Africains, agit comme elle a agi dans le cas par exemple du Niger. Si vous prenez le cas sur le plan économique, vous savez que conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, le programme pilote ou alors le programme phare de cette organisation se trouve être la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Même là encore, quand vous allez analyser le fond, vous comprenez que en réalité c'est un piège. Mais pourtant, vous verrez que les institutions de Bretton Woods financent énormément la mise en place de ce programme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une distraction qui sert les intérêts de l'autre. Je vous prends un cas très simple. On nous demande, à travers le programme ZLECAf, que cela va faciliter la libre circulation des biens, des personnes et les services. Déjà, ce qui est bien dans ce programme, c'est qu'il faut reconnaître qu'on va faire ce qu'on appelle une harmonisation des barrières douanières, c'est-à-dire qu'on va harmoniser les barrières douanières sur le continent. L'erreur dans ça, c'est quoi? C'est que ça veut dire que depuis l'Union européenne, à partir du moment où ils signeront un accord avec un pays tiers en Afrique, il est possible pour eux justement d'envahir le marché africain simplement à partir de ce pays-là. Et donc, non seulement on ne pourra pas être compétitif parce que nous n'avons pas la même capacité de production que, surtout que l'entrepreneuriat même encore en Afrique est un problème compte tenu seulement de l'accès difficile au financement. Mais quand là, vous êtes en train d'entrer directement dans les failles que présente l'Union africaine. Oui, c'est pour dire qu'on voudrait rester. Non, je prenais cet exemple pour dire que déjà même c'est un échec, pour dire que. Mais ce sont des experts qui travaillent là-bas, selon ce que nous avons suivi. Quand vous quittez de là-bas, je prends dans le domaine que j'affectionne le mieux, qui est celui de la sécurité et de la défense. Regardez un peu la carte chrysogène de l'Afrique. Vous avez la région du détroit de Bab-el-Mandeb. Vous avez que là-bas, il y a les problèmes, il y a la piraterie maritime qui s'y déroule de ce côté en grande quantité. Vous avez la région du Sahel qui est devenue l'épicentre du terrorisme en Afrique. Vous avez la région du golfe de Guinée, vous avez le bassin du lac Tchad et vous avez les grands bassins du Congo. Vous avez tellement de régions chrysogènes aujourd'hui, mais qui en réalité, depuis que ces problèmes se sont posés sur le continent africain, l'Union africaine a été incapable d'apporter des solutions idoines. On est arrivé à la division des pays, le Soudan qui est devenu le Soudan du Sud, où là-bas encore, on nous annonce des débuts de tension. Vous avez aujourd'hui le Soudan qui est un problème. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui entre les forces de soutien rapide et le général Al-Burhan. Vous avez le Fonds Polisario du côté du Sahara occidental. Vous avez le Sahel, je rappelais tout à l'heure, avec le terrorisme. Vous avez le golfe de Guinée avec la région du nord-ouest et du sud-est Cameroun, parce qu'il faut comprendre que la crise de sécurité qui sévit dans les régions du nord-ouest Cameroun sont étroitement liées avec le contrôle de la région du golfe de Guinée. Vous avez également à côté de ça la crise à l'est de la RDC avec le M23. Qu'est-ce que l'Union africaine, depuis que cette crise existe sur le continent, a fait pour pouvoir répondre à ces problèmes? Pourtant, permettez-moi 30 secondes. Pourtant,
Pourtant, au sein de l'Union africaine, en 2002, ils ont adopté ce qu'ils appelaient le protocole de Durban. Le protocole de Durban qui définissait une architecture paix et sécurité en Afrique, baptisé projet APSA, avec pour principe aux problèmes africains les solutions africaines. Et pour bras armé UFAA, c'est-à-dire Force africaine en attente. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que vous avez vu par exemple la mise en place de la FMM, la Force multinationale mixte placée sous le commandement de la CBLT, pour lutter contre Boko Haram, qui a fait beaucoup de bien au pays justement de cette organisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union africaine fait pour justement mettre en place une force africaine en attente de nature à répondre efficacement aux défis sécuritaires qui secouent le continent? Au lieu donc d'agir dans ce sens, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? L'Union africaine a préféré sous-traiter la sécurité du continent. Et je vous rappelle que ce sont des questions de souveraineté. Parce que le continent africain est le continent qui abrite vous n'irez pas plus loin. Qui abrite les plus grandes forces de maintien de la paix à l'échelle internationale. Pourtant, il n'y a pas qu'en Afrique que nous observons des crises. Pourquoi? Parce que l'Union africaine a préféré, au mépris même de la souveraineté des États, sous-traiter des questions de sécurité qui sont des questions de souveraineté à des entités tierces qui en réalité ont pour agenda géopolitique maintenir l'Afrique dans cette précarité ou du moins entretenir l'insécurité parce que cela concourt au bien-être ou alors au pillage d'un certain nombre de ressources naturelles sur le continent africain. Merci à vous Charlie Kenyé. Je savais que ça devait être prolixe sur le sujet quand une fois on vous donnera la parole. Mais cela augure justement de ce que l'émission Ouro Africa voudrait que l'Africain s'exprime et qu'il fasse dévoiler son ressenti pour peut-être des lendemains meilleurs. Voilà pourquoi nous voulons aussi prendre l'avis de Joseph Mboutou sur la tenue de cette rencontre pour l'Union africaine. On se pose la question directement avec vous. Peut-être vous n'allez plus revenir sur ce qui a été avant, les conclusions d'hier. Et maintenant, moi, je voudrais qu'on rentre directement dans le vif du sujet, comme je l'ai dit préalablement, après avoir suivi tout ce qui a été dit. Est-ce que l'actuel président, en la personne de Mahamad Ali, pourra véritablement faire ressortir cette germe qu'on veut de l'Union africaine, ou alors on restera dans le statu quo, voire même sombrer après le départ du Tchadien? J'aime écouter les panafricanistes. J'aime tellement les écouter parce que ils sont plus africains que Camerounais ou Congolais ou Gabonais. Or, moi, je pense qu'avant d'être africain, pour nous, au Cameroun, nous devons d'abord entièrement être Camerounais. Parce que l'Union africaine est constituée d'un ensemble de pays. D'où la présence du chef du gouvernement. Et on ne peut pas avoir un sentiment d'appartenance serré vis-à-vis de cette organisation si nos États n'arrivent même pas à se constituer sous forme de véritable nation. Si l'Union européenne est forte aujourd'hui, c'est parce que ce sont des nations qui constituent l'Union européenne. Alors nous sommes encore, par exemple au Cameroun, à nous prendre certains pour des boulous, d'autres pour des bamileke. Et nous pensons qu'avec ça, nous avons la légitimité et même la force de pouvoir aller au niveau africain. Pour pouvoir parler d'une même voix. Si à l'intérieur même de nos petits pays-là, nous n'arrivons même pas à parler, nous n'arrivons pas à nous distinguer. Quand on fait une élection présidentielle en France, on parle des avantages ou alors des faiblesses du candidat. Mais à l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun, on parle des ennemis des boulots qu'on a eu pendant 42 ans. Il faut que les tels aient aussi et tout ça. Et vous croyez que si nous n'arrivons pas à nous organiser au niveau de la base et nous voulons converger vers quelque chose de plus grand, ça ne peut pas donner. Il y a un panéliste qui a parlé des pouvoirs. Moi, je voulais même parler des égoïsmes. Parce que quand il y a un peu de pétrole chez le voisin, il ne veut plus que les autres arrivent chez eux. Parce qu'il ne faut pas venir grignoter un peu leur bien-être. Et c'est à tous les niveaux. Et je pense donc qu'avant d'aller au niveau de l'Union européenne,
on devrait commencer d'abord par... L'Union africaine. De l'Union africaine. Nous devons d'abord nous organiser, d'abord au niveau de l'intérieur pour que nos pays deviennent des nations. En plus, maintenant que les organisations sous-régionales, un peu comme la CEMAC, la CEDEAO, puissent d'abord être fortes. C'est quand on aura des pays forts, on aura des organisations sous-régionales qui sont fortes. Maintenant qu'on va se retrouver au niveau de l'Union africaine, on aura une organisation forte. C'est vrai qu'on a, sur le plan managérial, on a essayé de créer une organisation en lui donnant la raison d'être. Et cette raison d'être, c'est de fédérer les pays africains vers un objectif commun. D'abord, l'objectif de souveraineté de tout le continent, l'objectif d'épanouissement économique des hommes qui vivent dans le continent, parce que toute politique, à quelque niveau que soit, se fait d'abord pour le bien-être de l'homme, parce que l'homme est au centre des problèmes de la Terre. Tout ce que nous faisons sur Terre, c'est d'abord pour garantir le bien-être de l'homme. Alors moi, je voudrais que nous nous rassurons d'abord, nous au niveau de la CEMAC, que nous avions même déjà une organisation sous-régionale qui a déjà même une stabilité, ne serait-ce que sur le plan régional avant d'aller attaquer des problèmes. Bon, voilà. Mais dire que c'est des machins, moi je trouve que c'est effectivement un peu fort, tout simplement parce que dans la vie, il faut toujours partir de quelque chose pour pouvoir évoluer et atteindre le plein épanouissement de nos désirs. Merci. Je me retourne vers vous, Paul Stéphane, quand on pose directement la question sur à quoi s'attendre avec l'arrivée du nouveau président qui succède à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, vous avez dit pour vous, il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a pas un contenu, malgré les idées préalables de ses ancêtres, on peut déjà les qualifier ainsi, qui ont pensé que l'Afrique pouvait parler d'une même voix, mais aujourd'hui, vous dites rester sur votre faim quand jusqu'à la sortie de cette 38e Assemblée de l'Union africaine. Oui, je reste constant. Et j'aime bien l'analyse du grand frère. C'est l'intégration par le bas. Mais sauf que c'est ça qu'on nous propose depuis. Oui, c'est ça. C'est l'intégration par le bas qu'on nous propose depuis. C'est ça que ce sont les idées-là que les Houphouët, les Amadou Ahidjo ont soutenu, qu'il faut d'abord construire avant d'aller à l'union. On appelle ça l'intégration par le bas. Moi, je préfère l'intégration par le haut. Parce que l'intégration par le bas a démontré ses limites. Ça veut dire depuis 1963, on est justement dans cette logique-là, qu'il faut d'abord construire la sous-région de la CEMAC et voir quand ça va fonctionner. Maintenant, on va aller dans l'Union africaine. Non, ça a démontré ses limites. Et Einstein, je n'aime pas trop citer les Occidentaux, mais ici je vais le citer, il disait que la folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire les effets concrets. Donc la folie pour les Africains serait de penser que l'intégration par le bas, qui ne fonctionne pas depuis 1963, va venir fonctionner en 2025. On commence à construire la maison par la toiture. Mais... Je vous dis, je préfère l'intégration par le haut, parce que depuis 1963, on essaye l'intégration par le bas, ça ne fonctionne pas. Et j'aime bien le cas qu'il a pris. Parce que le cas de tribalisme qu'il a pris, par exemple, cas du Cameroun, ce sont les colons qui ont institutionnalisé le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme est vieil comme l'indépendance du Cameroun. C'est pour ça qu'en 1958, Oumniawa écrit à André Marine Bida, qui est Premier ministre, il a dit que ne tombez pas dans le piège des colons. Et Oumniawa dit quoi? Nous ne sommes pas des détribalisateurs. Il faut éviter le piège du colon. Parce que quand le colon se rend compte que l'UPC gagne le terrain, le colon va instrumentaliser la tribu. C'est le colon qui va venir te faire savoir que je suis Etontu et Wondo. Et la logique de laisser passer, contrairement à ce qui a été raconté sur les plateaux, était imposée à tout le monde, pas seulement aux gens de l'Ouest, pour nous faire croire que nous sommes différents. Donc le tribalisme dont on dénonce dans nos États est une architecture coloniale. Parce que même quand tu prends l'Afrique de 1985, conférence de Berlin, partage de l'Afrique,
on partage l'Afrique sans les Africains. Parce que quand tu observes par exemple l'Afrique centrale, en réalité, le Gabon et le Cameroun, je ne vois pas de différence. C'est pour ça que Boganda disait qu'il veut un État fédéral. Entre qui? La Centrafrique, le Cameroun, le Tchad. Je continue de citer. C'est pour dire que l'intégration par le bas ne va jamais fonctionner. Pourquoi? Parce que les présidents qui sont à la tête de nos États, justement, sont les partisans de l'intégration par le bas. Et pour la plupart, ils sont des pions de l'Occident qui ne veulent pas partir, qui veulent continuer de piller nos richesses à travers, justement, les institutions que ces chefs d'État la mettent sur pied. Parce que, je le disais encore dans un média vendredi, on peut ne pas aimer l'homme politique Foguet, mais on doit respecter le scientifique qu'il est. Lisez sa thèse sur l'extraversion de l'État, vous allez comprendre les problèmes de l'Afrique et de l'Union africaine, et c'est par là que je sors. Il vous dit que les États africains souffrent d'un déficit sur le plan stratégique. Et il vous dit que pourquoi? Parce que le colon s'est arrangé à partir en restant. En faisant quoi? En mettant des gens qui vont contrôler la tête de vos États. Même à distance. Oui, pour vous faire croire qu'il est parti. Donc le colon part en restant. Et je vous donne une statistique pour vous montrer qu'on a des gros blagueurs à la tête de nos États et de l'Union africaine. Est-ce que vous savez qu'en 2023, le budget de l'Union africaine, 54 États, c'était 650 millions de dollars. Or, le FC Barcelone a le double du budget en 2023 de l'Union africaine. 1,25 milliard d'euros, donc le double du budget de l'Union africaine. Voilà une institution qui a trop de conflits. Voilà une institution où on n'arrive pas à manger. Mais son budget n'atteint même pas le budget du FC Barcelone. Vous pensez que c'est sérieux? Il faudrait à un moment qu'on soit froid, qu'on se dise les vérités et qu'on dénonce ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché au Cameroun ne marchera jamais aux États-Unis parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets que vous soyez à Yaoundé ou à New York. Merci. Ibrahim, on parle quand même pour ne pas totalement épouser vos idées, mais de ce qui ressort du bilan poussif du président sortant, d'un bilan qui nous renseigne que c'est justement une crise de leadership pour ce qui est du continent africain, ce qui n'a pas pu être relevé par ce dernier, mais aussi une façon de dire que c'est le renforcement des partenariats qui n'a pas donné le bon sens même de ce que voudrait l'Union africaine pour choisir les partenaires qui peuvent apporter un plus pour la vie en continu de cette union. Il faut déjà dire que l'organe suprême de l'Union africaine, c'est la conférence des chefs d'État. Et que le président sortant, lorsque vous l'écoutez, vous comprenez que il dit clairement qu'il n'avait pas les pleins pouvoirs pour pouvoir accomplir ses missions. Il dit clairement que l'Union africaine n'est pas souveraine. Et nous avons vu cela avec des personnes comme le Gabonais Jean Ping qui, à Mondovision, a dit qu'il était contre le fait que la France de Nicolas Sarkozy puisse intervenir en Libye. Mais il n'avait pas le pouvoir d'arrêter cela parce que les chefs d'État étaient neutres, silencieux. Et d'autres comme Abdoulaye Wade étaient pour l'intervention française en Libye. Donc vous voyez que ceux qui sont à la tête des commissions africaines ne peuvent pas changer durablement les choses. Le Tchadien Moussa Faki, il a passé 8 années là-bas à se balader. Oh là là, c'est vrai. Et en réalité, il est juste un mandataire des décisions des chefs d'État africains qui, eux, ne veulent pas que les choses bougent. Parce que si les choses bougent, les intérêts de leur intérêt d'abord personnel, ainsi que les intérêts de la métropole qui finance l'Union africaine et qui a participé à ce que pour la plupart, ils soient des chefs de l'État, seront fragilisés. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas compter sur le diplomate djiboutien Mahmoud Ali Youssouf qui arrive, parce que même s'il est inondé de bonnes intentions, diplomate et géostratège. C'est un diplomate et géostratège, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, tout comme le Tchadien qui vient de partir. Mais je vous assure, quelle que soit votre efficacité, votre amour pour le continent, votre degré de panafricanisme, vous avez les mains liées
parce que vous n'êtes qu'un mandataire des décisions. Vous êtes celui qui implémente les décisions qui viennent d'en haut. Vous ne pouvez pas impulser de manière indépendante une vision pour changer radicalement cette organisation. Donc, c'est ce que je peux dire à la suite des propos du confrère qui a, pour chuter, soulevé la problématique du financement de l'Union africaine, qui n'est pas assez financée en termes de ressources pour pouvoir s'attaquer aux problèmes réels, notamment les problèmes de paix et de sécurité en Afrique. Nous continuons à être sécurisés par l'extérieur, notamment par l'ONU, l'Union européenne et autres. Pourquoi? Parce que les États ne cotisent même pas. Et c'est une méchanceté. C'est vrai. Parce que le montant qu'on demande aux États pour faire fonctionner l'Union africaine n'est pas si faramineux. Le Rwandais Kagame, que je n'aimerais plus beaucoup citer, lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine, il avait instauré une imposition de 0,2% sur des produits, afin de financer cette institution. Mais aujourd'hui, même pas 10 pays respectent cette clause qui a été ratifiée, malheureusement, par les chefs d'État. Il a dit reconnaître que le Rwanda, c'est un petit pays et relativement avec le problème du Congo, ouais. Il a dit que ce n'est pas à leur mesure. Oui, c'est un petit pays, mais qui a le soutien des plus grands dans ces mondes. Je ne veux pas citer les pays comme l'Angleterre et autres. Donc vous comprenez que vraiment le problème congolais est un problème que l'Union africaine devait prendre à bras le corps. Oui, tout à fait. Surtout que l'Union africaine, le confrère Charlie Kenye venait de le dire, avait décidé de résoudre de manière endogène nos problèmes. Nous avons la possibilité, les capacités de résoudre les problèmes internes à l'Afrique. Mais vous constatez que l'Afrique est neutre. Vous constatez que les ressources au Congo sont pillées. Vous constatez que les Congolais meurent en milliers. Et personne ne dit rien, personne ne parle. Le Congo, les Congolais, le président Tshisekedi, il vous dit que voilà la cause du malheur de l'Est de mon État. Tous les Camerounais, tous les Africains, tout le monde entier connaît qui pille le Congo, qui arme les milices au Congo. Mais comment, jusqu'ici, personne ne fait rien? Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Merci beaucoup. Nous restons cette fois-ci dans une logique. Oui, vous voulez réagir tout de suite? Oui, je voulais dire quand même un dernier mot. Je voudrais d'abord... Pourquoi un dernier? Parce que je croyais que vous voulez balayer le sujet. Allons-y. Si c'est votre souhait, faisons cela comme ça. Bon, je voulais dire que l'Europe avait déjà fait la traite négrière en Afrique. L'Europe nous avait déjà colonisés. Et on a véritablement parlé de l'Union européenne, je crois, avec le traité de Maastricht, je crois, 1992, qui a pris effet en 1993. Est-ce que vous voyez ces superpuissances? Parce que quand il dit que l'intégration, on ne doit pas imaginer une intégration vers le haut, vers le bas. Mais je voudrais qu'il se rappelle que ces puissances qui ont vendu nos frères, qui les ont déportés en Amérique, qui nous ont colonisés, on ne parle véritablement de l'Union européenne que depuis 1993. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'abord de se solidifier comme État, comme nation, avant de se mettre ensemble. Ils ont eu le temps. Et maintenant, les gens aiment parler de budget. Moi, je suis pas politologue, j'ai la chance d'être un manager. Moi, j'aime vraiment qu'on aborde des questions d'argent et de financement. C'est pour dire qu'il faut que nous sortions de l'idée d'avoir de l'argent pour faire des choses. Ça, c'est clair aussi. L'idée d'avoir de l'argent. Nos pays ont longtemps fonctionné par ce qu'on a appelé des budgets de moyens. C'est-à-dire, on se disait, bon, maintenant, voilà, nous avions 2000 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Maintenant, le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est de d'abord savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Quelles sont les activités que nous voulons mener? Quels sont les résultats que nous devons atteindre? Maintenant qu'on a déjà toute la cartographie des besoins qui sont rattachés à des actions précises, maintenant, on peut se demander, pour atteindre ces objectifs, en réalisant ces activités, il nous faut combien? Est-ce que de façon claire, précise,
on ne doit pas d'abord commencer par poser des problèmes de programmes d'action réalistes, non seulement de nos organisations sous-régionales, mais aussi de l'Union africaine. Merci pour votre intervention, Jos. Oui, je sais que c'est vers vous que je dois me diriger, très cher Charlie, mais je voudrais vous relancer par ce qui me semble paradoxal, parce que vous avez fait bien de revenir sur l'extrait du discours du président sortant. Je voudrais rappeler là que tous les éléments qui sont dévoilés ici, j'imagine, concourent sur comment on peut faire le nouveau président pour mettre son empreinte quant à la bonne vie que doit dégager l'Union africaine. Alors, nous savons que pendant la tenue de ce sommet, il invite ici le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Et quand à côté de ça, Ibrahim l'a aussi martelé, on peut dire qu'on a des mains liées pendant qu'on peut faire un tel appel et choisir ses partenaires. Et dans votre premier jet, vous avez dit, ce n'est pas bon de penser que c'est le voisin qui doit donner le dîner à mes enfants chaque matin, sinon il aura à dire à mes enfants et mes enfants ne m'écouteront plus. C'était une manière pour moi de paraphraser, vous dire. Alors qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent quand on a une observation pareille à illustrer sur la tenue de ce sommet? Monsieur Bruno Fangono, les émissions... En 2 minutes. Oui, les émissions comme celle-ci ont ceci de particulier. Elles sont en même temps pédagogiques et didactiques. Vous comprenez? Et on est là pour enseigner les Africains. Il ne faut pas qu'on se mente. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Lorsque mon confrère de gauche dit que Joseph parle de l'Union africaine en tant que machin, c'est trop. C'est pas moi qui le dis, c'est le président sortant qui le dit. Il reconnaît que cette organisation n'est ni libre ni souveraine. Alors qu'il a fait 8 bonnes années. Il va même pire. Je vais arriver. C'est lui qui le dit. Il reconnaît que cette organisation n'est ni libre ni souveraine. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une organisation comme celle-là? À partir de cet instant, il devient simplement un machin. Parce qu'elle ne peut pas nous aider à nous affranchir, parce qu'il faut rappeler que à l'heure où nous faisons cette émission, la plupart des États africains sont encore dans un processus d'affranchissement, de libération et de souveraineté. Nous ne les avons pas encore, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que cette organisation participe justement à ce projet? Non, M. Bruno Fangono. L'homme qui est là actuellement, et regardez même le machiavélisme qui anime l'homme, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il invite Volodymyr Zelensky. Bon, vous et moi, nous savons aujourd'hui que l'Ukraine, c'est pratiquement un non-État. En quoi l'Ukraine peut aider l'Afrique à l'heure où nous parlons? Puisque l'Ukraine aujourd'hui est aidée par tout le monde. L'Ukraine n'est pas différente de la Palestine. L'Ukraine vit des perfusions de l'aide internationale. Bon, l'Ukraine en quoi alors, dans le contexte où nous parlons, peut aider l'Afrique? Mais par contre, on se rend bien compte que le président sortant est en train de se ranger dans les positions de l'Union européenne, ce qui démontre ce que nous avons développé ici. Comme quoi, en réalité, il n'est pas là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il est là simplement pour s'inscrire dans les dynamiques qui concourent à ceux-là qui payent, qui payent la note. C'est eux qui commandent le menu. Vous comprenez ce que je dis? Alors comment on ne doit pas traiter une organisation comme celle-là de machin? Celui qui arrive, on veut bien parler de lui, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus? Mais mon cher Bruno Fangono, c'est un peu la même chose que j'entends certains hommes politiques au Cameroun nous parler d'alternance. Vous savez le piège qu'il y a dans l'alternance? C'est que dans l'alternance, on remplace simplement un élément, on remplace simplement un homme à la tête d'un système. Mais on ne change pas le système. Vous comprenez ce que je dis? Or, le problème de l'Afrique, comme le problème du continent, le problème du Cameroun, c'est un problème systémique. Ce n'est pas un problème de personne. Or, en ramenant le débat à des personnes, on fausse justement le problème. Parce qu'on oriente les gens vers faire fixation sur un individu qui, en réalité, lui-même, si vous analysez le parcours pour qu'il arrive à la tête de nos États, s'il n'avait pas été adoubé par ce système, il n'y sera pas là. Alors, combattre l'homme, c'est simplement refuser de comprendre que le système est en train d'utiliser les éléments qui sont les leurs pour vous détourner de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut combattre le système. C'est la même chose avec l'Union africaine. C'est un problème systémique. Quand vous changez n'importe qui à la tête de ce système, vous n'aurez pas une bonne solution au problème. Le problème, ce sont les alternatives. Ce n'est pas l'alternance. Le problème des États africains, comme le continent, c'est l'alternative. L'alternative, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un système parallèle au système dominant qui viendra soit le neutraliser ou le remplacer. Or, le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est que le système qui contrôle pratiquement tout empêche justement cette alternative.
N'attendez pas de celui qui arrive, qui vient faire quelque chose de mieux que son prédécesseur, parce que lui-même est un produit du système. On vous a parlé d'élection là-bas, vous pensez qu'il y a eu, quand on parle d'élection, on vous dit que c'est quelqu'un qui organise tout. Dans quel contexte véritablement il va permettre à ce que vous vous asseyez pour décider en bien de vos choses. Et je termine par quelque chose d'important que le grand frère a appelé ici tout à l'heure. Il a vanté l'Union européenne. Je suis désolé de décevoir le frère. Je vous rappelle que l'Union européenne en elle-même n'est pas une organisation libre. L'Union européenne, c'est une antichambre des États-Unis d'Amérique. Si vous allez analyser comment l'Union européenne a été conçue, allez lire. J'ai déjà réalisé des travaux dessus. J'ai rédigé un article dessus il y a pratiquement 2 ans où je démontre en réalité que l'Union européenne est une fabrication des États-Unis d'Amérique avec une organisation à son temps qui s'appelait l'ACUE, l'American Community for United Europe, qui à son interne regroupait des anciens de la CIA, de l'OSSS pendant la Deuxième Guerre mondiale, du Pentagone et du monde diplomatique, qui avait pour rôle de distribuer un ensemble de subsides, de mannes et autres aux organisations qui prônaient l'euro-atlantisme, c'est-à-dire qu'un rapprochement justement de la philosophie et de l'idéologie américaine au niveau du continent européen. D'ailleurs, dans cette même logique, De Gaulle, l'un des proches collaborateurs de De Gaulle, qui travaille justement à la construction de l'Union européenne, à savoir Monnet, De Gaulle lui-même de son vivant disait qu'il reconnaissait que son collaborateur Monnet travaille pour les États-Unis d'Amérique. Donc pour dire que l'euro même que nous avons aujourd'hui, quand vous voyez cette euro, vous voyez qu'il y a une montée aujourd'hui des mouvements extrémistes en Europe, c'est-à-dire de l'extrême droite, qui manifeste aujourd'hui ce décalage, c'est-à-dire que cette rupture entre l'Europe du bas, ce que mon frère nous rappelait ici, entre l'Europe du bas et l'Europe du haut, parce que ceux qui commandent l'Europe aujourd'hui, en réalité, sont des personnes qui appartiennent à ce que je disais tout à l'heure, un système qui est très bien pensé et qui aujourd'hui, à travers la création de ces organisations-là, permet justement d'imposer sa voix, qui n'est pas forcément la voix des masses, mais qui est la voix d'une certaine élite, qui est cooptée et qui est corrompue justement à cette élite mondiale. Merci à vous, Charlie Kenyé. Merci à tous les autres panélistes qui sont sur ce plateau. Le temps pour nous de prendre quelques messages et d'aller avec le concours de la réalisation du côté des États-Unis pour reprendre John, qui sera certainement déjà en ligne pendant que nous allons chercher autant que faire se peut à lire ces quelques messages. Bonsoir à tout le plateau, bonsoir à vous, Jean-Bruno Fangano. Bon terme, l'Union africaine est une coquille vide. Cette organisation n'existe que pour des intérêts autres que ceux de l'Afrique et des Africains. Exemple, son financement même pose problème. L'Union fait du médecin après la mort. À chaque fois, elle reçoit ses orientations des nations occidentales qui la financent. C'est Gislain Fabrice Ebinda depuis le Gabon qui nous a écrit ce soir. Bonsoir à vous. L'Union africaine n'a pas d'importance. Quand on parle de l'Union européenne, on voit l'union des peuples, l'union monétaire, l'union idéologique, l'union économique et même aussi l'union militaire. Tout s'est joué après les indépendances où on a mis de côté ceux qui pouvaient se sacrifier pour le continent au détriment de ceux qui au détriment de ceux pour qui le continent n'est qu'un machin aussi. On peut donc voir les pillages, détournements, sous-développement, pauvreté, etc. C'est Gaël qui nous écrit depuis un fou. Nous sommes dans la région du centre Cameroun. Merci et bonsoir à vous, très cher Gaël. Salut à vous et à tous les panélistes. Je suis désolé de votre émission. Nos invités qui sont bardés de diplômes tous les jours, d'autres se disent tout ce qu'ils sont en longueur de journée, mais pourquoi parler de l'Union africaine sous ce ton, soit la CEDEAO en dénigrant ces organisations? Vous pensez que c'est facile de diriger une organisation? Je demande tout simplement à se présenter aux élections de leur pays afin de voir les leaders et de transformer l'Afrique comme ils le disent. Ils sont tellement égoïstes, ces Africains, qu'ils insultent les chefs d'État, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, mais ils ne touchent jamais aux cheveux de leur propre chef. C'est pas assez clair ça. Merci. Merci aussi pour votre réaction. C'est depuis le 229, on peut comprendre. Merci. Bien, quelques autres messages, nous allons essayer de les prendre. Je pense que bonsoir à vous, très belle émission. Ah oui, c'est vrai.
vrai, l'Union africaine, mon Dieu, ça me laisse même dormir quand on parle de l'Union africaine. Heureusement que sur le plateau, il y a des gens qui ont de la pertinence, comme le disait le présentateur en introduction. Merci pour toute cette école que vous apportez à l'Africain, sauf si seulement ces dirigeants peuvent vous écouter. Oh, mon Afrique. Ok. On a compris. Alors, allons-y. Je pense que c'est calé pour que nous puissions avoir la réaction du docteur John Patrice Nyobé depuis les États-Unis sur la question de l'Union africaine. Que peut le nouveau président? John, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je suis docteur John Fabrice Nyobé depuis les États-Unis. Relativement à la question de l'élection du nouveau président, la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssef, qui remplace le Tchadien Moussa Faki Mohamed, nous allons tout de suite convoquer la vulgate fataliste de René Dumont, l'Afrique est mal partie. Comme pour vous dire que, contrairement à la conception panafricaniste des pères fondateurs comme Kwame Nkrumah, l'Afrique a été simplement victime d'un vice de fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zigotos qui se sont réunis pour louvoyer effectivement tout ce que les pères fondateurs avaient pensé de l'idée de la fédération des États de l'Afrique. Et nous ne pouvons que assister au pan de roulement qui met en orbite tous ces nombreuses crises sécuritaires qui vont être les enjeux et les défis du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. J'allais citer l'Est de la RDC qui est en proie à toute violence avec M23, la guerre au Soudan, la crise djihadiste au niveau du Sahel. Alors, nous allons simplement assister à la mise en orbite des coups d'État. Coup d'État qui est le deuxième sujet, à qui profite le crime. Alors, Jean-Bruno, moi j'allais vous dire que le crime profite aux populations. Parce que lorsque nous voyons les coups d'État au Mali, au Niger, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, et puis dernièrement au Gabon, à côté de Cameroun, nous avons aise de dire que la population va reconquérir sa souveraineté à travers ces nouveaux leaders, officiers militaires qui ont su lire la météo et reprendre ces pays pour restructurer notre souveraineté. Merci et bonne émission. Merci également à vous, très cher John Nyobé. Et voilà qui, du coup, nous plonge dans le deuxième sujet. Mais j'ai vu Stéphane prendre quelques notes. Je sais que vous êtes assez ordonné et que vous pouvez nous rappeler votre besoin en quelques 30 secondes sur le sujet relatif à l'Union africaine. Non, je veux simplement dire oui. que les théories selon lesquelles on pourrait se construire comme l'Occident pour arriver à l'Union européenne auraient été vraies si l'Afrique était véritablement indépendante. Merci. C'est sur ce prisme qu'il faut partir. L'Afrique n'est pas indépendante, elle est néocolonisée. C'est pour ça que je suis contre les théories du post-colonial study. Parce que l'Afrique n'est pas encore indépendante, elle est néocolonisée. Du coup, il ne faut pas adopter la posture d'un État indépendant ou des États indépendants, alors que nous ne le sommes pas. D'accord. Merci. Charlie, le nouveau président, peut-il ou pas faire bouger les lignes? Non, peu importe ses bonnes intentions, vous comprenez, peu importe ses bonnes intentions. Il est parti pour échouer. Il va être confronté à un système, je le rappelais encore. Et le système ne saurait justement lui permettre d'implémenter son agenda pour le continent africain. Même s'il est animé de bonnes intentions, monsieur Bruno Fangono. Okay. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Vous avez bien répondu à ma question. Le combat ici, c'est le combat confondu. En 10 secondes, est-ce que vous savez que lors de cette rencontre au sommet des chefs d'État
la délégation malienne, la délégation burkinabé et la délégation nigérienne ont eu des problèmes. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, ils tardent, ou alors du moins, ils se refusent à reconnaître l'AES en tant qu'organisation. D'accord. Vous voyez un peu le problème. On l'a déjà vu depuis. Ici, c'est quoi? Pourquoi? Alors que l'Union africaine a mis dans son agenda géopolitique le panafricanisme comme modèle de gouvernance en Afrique, le panafricanisme. Mais l'AES, ce même panafricanisme, je crois que c'est ce même panafricanisme qui guide les États de l'AES que l'Union africaine se refuse à reconnaître parmi au sein de cette institution. Vous comprenez qu'il y a peut-être avec le nouveau président, on va insérer cela dans l'agenda. Alors, Ibrahim, peut-il ou pas, le nouveau président, pour remettre l'Union européenne sur les rails et que cette organisation puisse produire les faits escomptés depuis la nuit des temps? Moi, je pense que si on tire les leçons du passé, on va simplement conclure qu'il ne pourra pas. Ah là là. Maintenant, rapidement, j'aimerais dire que l'intégration africaine peut se faire en un laps de temps. Il suffit juste d'une réelle volonté politique de nos chefs d'État. La preuve en est que l'AES s'est constituée en si peu de temps. Et là, nous voyons une réelle intégration économique, politique, une réelle intégration politique, et une libre circulation des hommes ainsi que des biens de ces côtés-là. Merci. Joseph? Oui, moi j'ai dit encore que malgré la puissance des pays européens, ce n'est qu'en 1993 qu'ils ont décidé de se réunir sous forme de l'Union européenne. Et ils ont aussi la zone de libre-échange avec la zone Schengen. Vous voyez, c'est tous les jours que les membres s'ajoutent. Même les frontières de l'Union européenne se développent au jour le jour. Le problème avec l'Union africaine, c'est que les États d'Afrique ont fait ce que les politologues appellent l'isomorphisme, c'est-à-dire qu'ils ont vu que les autres s'organisaient en communauté et ils se sont emballés presque tous, presque les 54 au même moment pour créer cette union, alors que on devait peut-être commencer par un noyau dur qui allait maintenant s'irradier dans l'ensemble des pays, c'est-à-dire chaque pays venant à son moment, quand il aura terminé de résoudre ses problèmes internes. C'est vrai que ces gens ne veulent pas qu'on le dise, mais je dis que tant que nous avions des États avec nos problèmes internes, ça sera difficile que nous nous impactons tous au niveau de... Merci. C'est pour dire que Mohamed Ali Youssouf, il a du crédit selon Joseph et certaines... Il faut que ces dirigeants, quand ils arrivent au pouvoir, qu'ils essayent de nous tracer leur feuille de route, de nous faire leur cadre logique d'action pour leurs 4 ans de mandat, pour que nous puissions... Voilà. Le communiquer et le rendre disponible. Sinon, parce que quand on ne communique pas... Sinon, la feuille de route... Quand on ne communique pas... La feuille de route est connue. Quand on ne communique pas au plus petit niveau, on a le sentiment que ce sont des organisations élitistes. Merci. Juste une transition et après on revient sur ce plateau pour la suite de votre émission Euro-Africa de ce soir.
Vous faites bien de nous regarder depuis Léré et Koumra. Ce sont deux villes du Tchad qui nous font tout le temps honneur, tout comme les autres villes et même les autres villages de ce pays, frères et amis. Nous voulons également souhaiter bien de choses à ceux-là qui nous regardent depuis Libreville au Gabon. C'est justement parce que nous voulons à présent parler du Gabon quand on sait que c'est pour le mois d'octobre prochain que l'élection présidentielle était prévue, mais on nous a fait comprendre il y a encore quelques semaines que ça sera plutôt le 12 avril prochain. En attendant, il faut s'interroger sur la décision finale de celui qui est au pouvoir. Il s'agit du président de transition Oligui. La question qui reste posée, c'est justement parce qu'il est un général entre-temps, est-ce qu'il sera donc candidat? Voilà la question. Est-ce qu'il va jeter l'éponge? Nous ne le savons pas. Peut-être au sortir des analyses qui naîtront de ces instants avec nos panélistes sur le plateau et même vous qui nous regardez à travers l'Afrique et le reste du monde, on pourra conclure et attendre à ce que demain nous disent voici ce qui doit être fait. Avant de prendre l'intervention de ceux qui sont sur le plateau avec moi en direct sur cette émission, nous sommes également en direct avec quelqu'un d'autre depuis le pays de l'oncle Sam. Je l'ai dit en introduction, lui nous regarde très pertinemment et avec toute l'attention, et puis il va aussi nous donner son avis sur la question. Je voudrais, avec la complicité de la réalisation, imaginer que nous avons déjà en ligne Dr John Fabrice Niobé depuis les États-Unis. Bonsoir une fois de plus. Oui, Jean Prenot, relativement aux élections présidentielles au Gabon, avec le général président Brice Oligui Nguema, je dois vous dire que voilà un homme qui a fait un coup d'État populaire en août 2023, en évinçant toute la dynastie Bongo et salué par tous les Gabonais. Mais il se trouve que, au-delà des aspects de sauvetage ou alors de sauveur qui peuvent s'attacher à cette personnalité et sa junte, parce qu'il a sauvé le navire Gabon d'un naufrage, il l'a ramené au port de Libreville. Il faudrait éviter d'applaudir avec les deux mains. Il a mis dans son cahier de charges des promesses de remettre le pouvoir aux civils après 2 ans de réforme. Et nous sommes un peu dubitatifs eu égard à la constitution référendaire, le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, où on a quand même vu certains aspects pouvoiristes, c'est-à-dire que tous les pouvoirs qui sont pratiquement concentrés aux mains d'une seule personne. Alors, on a envie de se demander quel est le projet. Bon, maintenant, quelqu'un pourra dire que peut-être il faudra que le peuple gabonais soit souverain, et c'est à lui de choisir si le général président doit être maintenu, ou alors ils peuvent l'élire avec une casquette effectivement présidentielle, avec une légitimité élective. Mais tout cela doit passer par la case de l'intégrité du code électoral qui a été adopté récemment. Est-ce que ce code électoral est fiable pour l'organisation des élections transparentes? Or, ça c'est un vieux serpent de mer. Voilà, quelques soucis techniques. C'est vrai qu'on doit même, à la limite, remercier les dieux de la technologie et même de la technique pour cette connexion qui a semblé fluide. C'est vrai qu'à la dernière minute, elle nous a lâché. Merci tout de même à vous, Dr John Niobé. On a compris l'essentiel. Peut-être vous pourrez revenir avant la fin de l'émission pour ajouter ce qui a manqué dans votre élément. Quant à nous, on se retourne vers Ibrahim. C'est à s'attendre à quoi quand on regarde ce qui se passe au Gabon? Le général, oui, il a dit, notre très cher docteur John, qu'il est arrivé comme un sauveteur et comme un sauveur. Les deux expressions passent très, très bonnement. Mais alors, sera-t-il candidat ou alors il va se dire, j'ai dit, voici ma mission et elle s'achève ici. Sinon, pour vous, quel est le regard que vous portez et que vous posez sur l'actualité gabonaise aujourd'hui, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle de ce pays? Il faut déjà dire que la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance, en son article 25, interdit ou empêche
aux personnes qui sont les auteurs d'un coup d'État de se présenter à une élection qu'ils organisent ou qu'elles organisent pour ces personnes. Outre cela, l'essentiel des constitutions dans les démocraties ne permet pas aux hommes en tenue de candidater comme président. Sauf que pour le cas du Gabon, dans la nouvelle constitution, il est permis désormais aux hommes en tenue de candidater. Dans le code électoral. Voilà, dans le code électoral actuel au Gabon, il est permis aux hommes en tenue d'être des candidats. Vous comprenez qu'il est possible que le président Clotaire soit en train de s'effrayer, de préparer le chemin pour sa future candidature. Mais je pense que si effectivement il est candidat, la sympathie qu'il a aux yeux des Gabonais, même des Africains, risque de prendre un coup. Voilà, sombrer. Parce que, il faut le dire clairement, les coups d'État ne sont pas créés ex nihilo. Généralement, les coups d'État, parce qu'on tire souvent sur des acteurs exogènes, notamment les acteurs effectifs des coups d'État. Pourtant, il y a des acteurs endogènes qui sont parfois, en réalité, ceux qui gèrent le pouvoir, qui créent les conditions pour l'avènement d'un coup d'État. Quelles sont ces conditions? C'est par exemple le non-respect de la Constitution, c'est la manipulation à des fins personnelles de la Constitution, la confiscation du pouvoir, le maintien au pouvoir par la force, la répression des populations, l'absence des agissements dans le but de l'intérêt collectif, etc., etc. Alors, lorsque le chef d'État se comporte de la sorte, il crée donc des conditions pour des futurs coups d'État. C'est ce que nous avons constaté au Gabon ou à Libongo. 65 ans à l'époque, aujourd'hui 66 ans, atteint de l'AVC, au pouvoir depuis 2009, étant dans l'incapacité même apparente de gérer le pouvoir, s'efforçait d'être là et le pouvoir était géré par procuration par Norodim Bongo, son fils, et sa femme Sylvia Bongo. Alors lorsque vous êtes dans ce contexte, vous comprenez que il y a un souci et les populations étant opprimées, ayant peur de descendre dans les rues pour une révolution populaire, vous créez des conditions aux groupuscules de pouvoir arriver au pouvoir dans le but de réinstaurer l'ordre constitutionnel. C'était dans le cas du Gabon où le président par intérim du Gabon aujourd'hui avait dit qu'il revenait pour redonner le pouvoir gabonais aux Gabonais, parce que le pouvoir au Gabon était devenu l'affaire d'une famille, l'affaire d'un clan, ce qui est inadmissible en République. Alors, si aujourd'hui, il a réussi à prendre ce pouvoir, à réorganiser le pays, qu'il laisse le pays à la population, non seulement civile, mais à la population de manière globale, et qu'il se retire, et là, il va garder toute sa grandeur, et peut-être il peut revenir. Vous voulez déjà être son conseiller Puis parce que c'était un grand homme, c'est quelqu'un de très humble, qui est très proche de la population, et qui se soucie du bien-être de sa population. Mais le conseil que nous pouvons lui donner, en tant que citoyen africain, ce serait qu'il organise des élections libres et transparentes, auquel lui-même il ne va pas être candidat. Joseph Mbutu, voici donc une situation qui nous interpelle parce que vous êtes parmi ceux qui ont cité le Gabon et qui avaient même aussi des liens très proches avec ce pays, normalement frères et amis. Et aujourd'hui, on parle d'une situation qui laisse dubitatif, j'emprunte l'expression de John tout à l'heure, sur comment sera ce pays demain? Quel sera le choix ou alors la décision finale du président de transition quand on sait que c'est par un coup d'État que cela s'est passé pour reprendre le pouvoir? Et aujourd'hui, on est dans les rouages justement d'une élection qui doit se tenir le 12 avril prochain. Jusqu'ici, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui se trame. Et puis, on se pose justement et finalement la question de savoir, est-ce qu'il sera candidat? Oui, vous savez, depuis que M. Oligui a pris les rênes du Gabon à travers le coup d'État, on a vu beaucoup d'actions sur le terrain.
Or, les gens font souvent la confusion de s'arrêter au niveau des actions. Il faut regarder si les actions, après un certain temps, apportent des effets. Vous savez que lorsqu'on prend des actes publics, des politiques publiques, visent à améliorer les conditions de l'être humain. Voilà. Et est-ce que les actions sont de nature, dans le moyen terme, à faire apparaître des effets positifs sur l'humain? Voilà. Et dans le long terme, des impacts. Parce que on peut distribuer quelques taxis à des Gabonais. Les gens applaudissent. Et ces actions ont eu un impact. Ont eu d'abord des effets, même avant d'arriver au niveau des impacts, parce que les effets, ce sont des résultats de moyen terme. Est-ce qu'au Gabon, ils peuvent nous dire que ces actions ont apporté des effets et que ça pourrait impacter le citoyen gabonais dans l'avenir? Moi, je fais difficilement confiance aux gens qui ont une certaine agitation dès qu'ils arrivent à un poste de responsabilité. On se souvient d'un ministre de la ville au Cameroun, ex-maire de Banganté. À peine on l'a nommé, elle a même voulu prendre les citernes de vidange de Banganté pour venir vidanger les fosses à Yaoundé et tout ça là. Et maintenant qu'elle s'est installée dans la durée, on dit d'elle aujourd'hui qu'elle est parmi les plus piètres ministres que le Cameroun ait eu sous le régime de Paul Biya, alors qu'elle est venue avec beaucoup d'agitation. Les premières semaines, les premiers mois, les gens ont applaudi. Voilà, donc moi je fais très attention avec des gens qui arrivent toujours avec beaucoup d'agitation, et on comprend que tout ça, pour le cas du Gabon, moi j'ai le sentiment que ça relève d'une séduction, et qui risque d'être une séduction dolosive, Voilà, et les séductions dolosives sont condamnables, voilà, parce que fallait trouver tous les moyens pour se créer une forme de légitimité afin de pouvoir être effectivement candidat à cette élection. Or, si nous, les démocrates, nous on encourage ça, on ne peut pas l'encourager parce que les gens au Cameroun peuvent penser que ça peut arriver au Cameroun. Or, nous, on doit vivre dans des pays démocratiques où la dévolution du pouvoir se fait par des mécanismes constitutionnels. Voilà. Parce que si on commence à applaudir que des gens arrachent le pouvoir à côté et on leur donne du crédit, on peut penser que ça peut arriver ici chez nous. Voilà. Donc moi, je dis, et je reviens pour soutenir ce que mon frère Ichi a dit, et il faudrait que s'il a réussi à stabiliser comme il a dit en 24 mois, et que le pays peut déjà redécoller, il y a plein de Gabonais qui ont des capacités pour pouvoir diriger ou alors poursuivre ce qu'il a commencé. Mais si lui-même y revient, il n'aura pas tenu parole parce qu'il ne venait pas pour continuer à diriger le Gabon exactement comme ceux qu'il prétend avoir débarrassé pour rendre le Gabon libre. Merci pour votre première réaction sur ce sujet. Je me retourne vers Stéphane à présent. Avec vous, on avait déjà abordé le sujet sur l'anticipation de l'élection présidentielle au Gabon. Et aujourd'hui, on a attendu que les lignes bougent et qu'on nous dise, bon, voici ce qui a été fait. On est donc obligé de se poser la question sur la probable candidature du général. Je veux dire que le général est certainement en train de réfléchir. Il réfléchit parce que, en fait, il se trouve dans une situation. Parce que ma grand-mère avait l'habitude de nous dire, ou a l'habitude de nous dire, parce qu'elle vit encore, que pour attraper un animal, soyez-vous. Exactement, pour attraper un animal, ça avait le piège. Ça veut dire vous tendez un piège. Mais pour attraper un homme, c'est à sa bouche ce qu'il dit. Donc, le général est face aujourd'hui à ce qu'il a dit. Il a dit que je fais ma transition et je pars, je laisse le pouvoir aux civils.
Il est donc face à ce dilemme puisqu'il a pris le goût du pouvoir. Parce que le pouvoir a un goût, contrairement à ce que vous pensez. Il a pris goût. Et il se demande donc, je respecte ma décision ou je la mets de côté. Parce que quand vous analysez le code électoral, justement, il y a une subtilité dans le code électoral. Ça veut dire, si le général aujourd'hui est élu président du Gabon, il suspend d'abord sa fonction de général. Et quand il finit le mandat présidentiel, il peut revenir être général. C'est la même chose pour les magistrats au Gabon. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire en réalité qu'il a les intentions présidentielles. Il est libre. Et il y a le cynisme à l'intérieur. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Ça veut dire qu'il est président de la République, puisqu'il est conscient qu'il a accédé au pouvoir par des mécanismes qui ne sont pas normaux. S'il est renversé, il rentre général. Ou bien même si pendant son mandat, il pose des actes qui sont bizarres. Quand son mandat finit, il revient général. Il peut bénéficier d'une certaine protection en tant que général, entre guillemets. Donc il y a aussi du cynisme à l'intérieur qu'il faut dénoncer. Mais en même temps, je veux dire que on n'encourage pas les coups d'État. Ça, il faut d'abord le dire. Mais en même temps, il faut aussi dire à nos chefs d'État de ne pas trop jouer avec la Constitution. Merci. Parce que c'est l'une des causes aussi. Parce que dans chaque chose, il y a des causes. Et il a bien fait de le dire. Il y a toujours une cause lointaine et une cause directe. Donc, il faut aussi que nos chefs d'État apprennent à respecter les constitutions, à laisser cette histoire de troisième mandat. Parce que c'est aussi souvent l'envie de rester au pouvoir ad infinitum qui nous conduit à ces coups d'État. Et aussi, parfois, les problèmes de gouvernance. Parce qu'il faut dire la vérité. Parfois, on profite, ou certaines personnes profitent de ces incuries de gouvernance, justement pour faire les coups d'État, en nous faisant croire qu'il serait le coup d'État serait le salut à nos problèmes. Et que plus tard, on se rend compte qu'en réalité, le coup d'État n'était pas le salut à nos problèmes. Donc, il faut donc que ces chefs d'État qui réussissent, par exemple, à accéder au pouvoir par les mécanismes constitutionnels, mettent aussi des mécanismes de transparence électorale sur pied, des mécanismes de gouvernance inclusifs qui vont faire qu'en réalité, quand tu vas venir faire le coup d'État, c'est le peuple même qui va te dire que mon frère, tu déranges. Tu déranges, si tu veux le pouvoir, va aux élections. Mais s'il n'arrive pas à mettre un mécanisme de transparence électorale où tout résultat est dubitatif, tout résultat, on a l'impression que tu as fraudé, s'il n'arrive pas à mettre une gouvernance inclusive qui fait quand même que le citoyen lambda se reconnaisse dans ta gouvernance, parce que quand on parle de gouvernance inclusive ici, et je sors par là, ça ne signifie pas que tout le monde doit boire du champagne. C'est impossible dans un État. Mais il faudrait quand même que si vous buvez du champagne, qu'on ait quand même une eau potable. Une eau potable. C'est ça la gouvernance inclusive. Une fois que vous avez mis ça sur pied, je pense qu'en réalité, les prétextes des coups d'État seront quand même amenuisés et on sera à l'abri des coups d'État dans nos pays. Oui, il arrive par ce canal et il dit remettre le pouvoir aux civils, au peuple gabonais. Mais aujourd'hui, on reste à l'attente. Il est gabonais. Il peut enlever le costume de général et candidater, puis devenir président. Tout le monde sera d'accord ou pas. Mais la question qui reste posée, c'est justement celle de savoir, sera-t-il ou pourra-t-il être candidat? On parle du président de transition gabonais. Oui, avant de répondre à votre question, permettez que je fasse une digression avec ce qui a été dit sur ce plateau. Je fais partie de ceux, je ne me reconnais pas comme démocrate, du moins tel que cela applique en Afrique. Et il est important de rappeler à la conscience collective africaine que la démocratie, nous ne l'avons pas choisie, elle nous a été imposée, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, ce que j'appelle la démocratie occidentale. Parce que l'essence même de la démocratie est africaine, c'est Cheikh Anta Diop qui l'a démontré dans ses travaux. L'essence même de la démocratie est africaine, mais c'est une démocratie inclusive, la démocratie africaine, avec l'arbre à palabre. Sauf que la démocratie qui nous a été imposée en Afrique, c'est une démocratie exclusive, et je ne me reconnais pas dans cette démocratie-là. Je le dis pourquoi. Il y a un rapport des Nations Unies qui stipule qu'en Afrique, les crises post-électorales et leur lot de morts tuent plus que le terrorisme. Rien que sur la base de ce rapport, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que le modèle de gouvernance qui nous a été imposé ne sied pas à nos réalités. C'est-à-dire que l'intelligence africaine aujourd'hui doit définir un modèle de gouvernance qui tient compte de nos réalités historiques, sociologiques, anthropologiques et cosmogonites. Vous pensez que ce qui se passe en Chine, ce n'est pas de la démocratie? Vous pensez qu'en Iran, ce n'est pas la démocratie?
Vous pensez que ce qui se passe en Russie, ce n'est pas la démocratie? Mais ils ont défini un modèle de gouvernance qui est si à eux, en tenant compte de ces réalités dont je venais de citer. Mais comme ça n'a pas pour référent les fondements occidentaux, on ne reconnaît pas justement cette démocratie. Et en Afrique, ce que vous appelez démocrates, ou ceux qui arrivent au pouvoir, entre guillemets, par les unes, qui en réalité sont occidentalement choisis, pour certains, il faut qu'on le dise. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Si on pense que c'est la démocratie qui va gouverner l'Afrique, bon, depuis que nous pratiquons cette démocratie-là, qu'est-ce que nous avons eu en plus? Qu'est-ce que cela nous a apporté concrètement au niveau du continent? Qu'est-ce que la démocratie? Donc, moi, je suis beaucoup plus pour ce modèle de gouvernance qui, justement, a pour objectif le bien-être des populations africaines. Parce que dans les déclarations de mon frère, il a voulu nous laisser entendre que les militaires, on n'est pas là pour, je veux dire quoi, pour faire l'apologie des coups d'État, mais que les militaires n'avaient pas droit, justement, au chapitre lorsqu'on parle de la gouvernance au sommet des États. Mais je vous rappelle aujourd'hui que le Niger, qui a de cela 2 ans, était dans le top 3 des pays les plus pauvres au monde. Le Niger, à l'heure où je vous parle, selon la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'agence de notation SICA Finance, a les meilleurs indicateurs macroéconomiques parmi les pays au sud du Sahara, le Niger. Et c'est observable et c'est visible ce que je dis. Le prix du gaz a chuté, le prix du carburant à la pompe a chuté, le sac de 25 kg. C'est-à-dire, le Niger aujourd'hui est un exemple. Ils ont réalisé cette prouesse en moins de 2 ans. On sait bien qui est à la tête de ce pays aujourd'hui. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas un modèle défini pour arriver à la tête de nos États. Surtout que je pars du principe que mon frère Paul Stéphane Menouga venait de dire ici tout à l'heure, nous sommes des États néocolonisés, nous ne sommes pas des États indépendants. Ce pourquoi aujourd'hui on devrait travailler et militer, c'est le parachèvement des processus de libération et d'indépendance. Nous ne sommes pas souverains, nous sommes des États néocolonisés. Alors, nous sommes fiers de parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans une néocolonie, mon cher Brunet Fangono. Il n'y a pas, la démocratie n'existe pas dans une néocolonie. Or, malheureusement, nous y sommes encore. Donc, on ne devrait même pas en parler. Maintenant, il faut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on pense qu'on peut faire ailleurs, surtout que ce qu'aujourd'hui, d'aucuns veulent appeler coup d'État. Mais ailleurs, moi, j'appelle ça des révolutions. Et je pense que tous les pays au monde sont passés par cela. La Chine a fait sa révolution. La Russie a fait sa révolution. Les États-Unis ont fait leur révolution. La France même a fait sa révolution. Ce n'est qu'en Afrique que lorsque de pareilles révolutions se passent, on parle de coups d'État. Mais qu'est-ce qu'on fait donc de ces coups d'État dont mes confrères venaient de parler tout à l'heure, des gens qui embrigadent leur pays justement sous une constitution fallacieuse. On ne va pas citer les pays ici. Tout à l'heure, un numéro nous a écrit, voulant nous intimider comme quoi on reconnaît bien le pays. Mais on sait qu'il y a des chefs d'État en Afrique qui également, si on veut parler même de ces coups d'État, le font au niveau de leur constitution, déjà même que ces constitutions même sont questionnables. Donc pour revenir à l'histoire maintenant du Gabon avec le général Brice Oligui Nguema, vous savez, ce qu'il a porté au pouvoir, parce qu'il faut déjà qu'on rappelle que lui-même il appartient à la famille présidentielle, c'est-à-dire la famille qu'il a renversée. C'est important de le rappeler. C'est la raison pour laquelle nous, les panafricanistes, nous avons beaucoup plus vu cette histoire comme une révolution de palais, plutôt que véritablement une révolution populaire ou même un coup d'État. Une révolution de palais. C'est-à-dire que ce sont des problèmes familiaux. C'est-à-dire à l'intérieur de la famille, on ne s'entend pas. Mais sauf que c'est une révolution de palais qui a participé à un besoin qui existait au sein de la population gabonaise. Parce que même pendant la campagne présidentielle gabonaise, vous aurez remarqué que les slogans de la plupart des hommes politiques étaient 60 ans de règne, c'est trop. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus de la famille Bongo au pouvoir. Vous comprenez un peu? Et moi, la démarche qui a été prise par Brice Oligui Nguema, pour moi, elle n'est pas satisfaisante. Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. La première, et Paul l'a rappelé tout à l'heure, il nous a dit qu'il ne serait pas candidat. Mais vous avez vu le petit piège qu'il a introduit dans le code électoral. Il nous a dit qu'il ne serait pas candidat. Et quand je regarde ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs, je prends le cas du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui lui-même à son temps nous avait dit qu'il ne serait pas candidat, qu'il va se retirer parce qu'il est temps de laisser la place à la jeunesse. Mais après, il a dit qu'il a suivi l'appel du peuple. Et il est prêt encore à servir le peuple ivoirien. Il est revenu être candidat. Vous voyez un peu? Donc, il n'est pas exclu également que nous nous retrouvions dans le même schéma avec le Gabon. Surtout qu'il y a un petit piège qui a été introduit dans le code électoral qui permet effectivement à ce président d'être candidat. C'est important de le rappeler. Et je vous rappelle qu'alors nous parlons au Gabon,
vous avez des gens qui se lèvent, j'ai cru entendre récemment à travers les informations, qu'il y a des motions de soutien également de ce côté-là, qu'il y a les motions de soutien où les gens, on ne sait pas qui sont, demandent à ce que le général soit effectivement bel et bien candidat aux élections présidentielles. Merci. Maintenant, ça c'était la première. J'ai dit qu'il y a deux choses qui me... La deuxième, c'est que dans sa démarche, si vous voulez véritablement donner le pouvoir au peuple, commencez par les bases. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir au peuple au Gabon sans dénoncer un certain nombre d'accords qui lient ce pays avec un certain nombre de puissances coloniales. Je vous rappelle qu'il y a un accord, par exemple, au Gabon sur le pétrole, qui stipule que l'exploitation du pétrole gabonais, près de 18% justement des recettes liées à l'exploitation du pétrole gabonais reviennent à la famille Bongo. Nous attendions jusqu'à présent que le général, Clotaire Oligny Nguema, dénonce ces accords-là. Vous ne pouvez pas parler justement de remettre le pouvoir au peuple sans dénoncer ces accords qui lient un certain nombre d'États africains, parce que ce n'est pas simplement le Gabon, c'est bon nombre d'États africains. Vous ne pouvez ne pas dénoncer ces accords-là et parler de remettre le pouvoir au peuple. Donc moi je pense que il y a véritablement flou dans sa démarche, surtout que en plus de cela, ce à quoi on s'attendait parmi les recommandations, on avait parlé du départ des forces militaires françaises du territoire gabonais. Cette force continue à être présente. Aujourd'hui, loin de leur départ, on nous parle d'une réforme, c'est-à-dire qu'ils vont revoir leurs effectifs sur le territoire gabonais. Quand je vous dis merci, c'est pour présenter mes excuses à nos téléspectateurs, parce que la réalisation me fait comprendre plutôt que nous devons plier bagages et que le sujet étant d'actualité, on pourra revenir sur celui-ci la semaine prochaine. Le temps de dire merci à vous, Charlie, merci à vous, Joseph, d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas vu le temps courir totalement. Là, nous nous retrouvons face à cette réalité qui nous rattrape finalement. Merci tout de même à vous, Stéphane, d'être passé ce soir. Merci. À vous, Ibrahim, également. Merci pour la présence. À vous, chers téléspectateurs, merci aussi pour la fidélité. Prenons rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h00 à Koumie-Totan. Là, nous sommes dans la région du Sud Cameroun, département du Djaï Lobo. Nous voulons vous confirmer que Stéphane Barga sera là dans les tout prochains jours. C'est juste une petite question de santé, le temps pour lui de se remettre sur pied. Moi, je suis là pour faire mes bagages et de vous souhaiter une agréable suite en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision de proximité et du vivre ensemble. C'est Info TV. Bonne soirée à tous. Nyama